Bienvenue dans le débat de France 24. Cette fois, ça y est, il est vraiment en marche. À 5 mois de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron met fin au vrai faux suspense entretenu depuis sa sortie du gouvernement. Oui, il sera bien candidat au suffrage des Français en avril prochain. Annonce faite ce matin dans un lieu ô combien symbolique, un centre de formation en Seine-Saint-Denis à Bobigny. Écoutez. Un président n'est pas simplement investi d'une action. Il porte aussi, de manière moins visible, les valeurs de notre pays, la continuité de son histoire et de manière cachée, la vigueur et la dignité d'une vie publique. Je sais cela. J'y suis prêt. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. Voilà Emmanuel Macron qui tombe le masque donc et jette le gant d'une certaine manière à celui qui l'a fait ministre, François Hollande, candidat pas encore déclaré à sa propre succession et qui vient aussi très opportunément mordre à 4 jours de la primaire à droite sur l'électorat centriste d'Alain Juppé. Qui Emmanuel Macron gêne-t-il le plus et quelles sont ses chances? On en débat avec vous, Cécile Amar. Bonjour, vous êtes journaliste à l'Obs. Également avec Claude Veil, éditorialiste politique, chroniqueur à Nice Matin, Var Matin. Avec Erwan Lestrand, directeur d'études à BVA Opinion. Et Roselyne Fèvre, du service politique, ici à France 24. Roselyne, j'ai parlé de vrai faux suspense, c'est pas tout à fait exact. Il y avait quand même un léger doute qui subsistait. Emmanuel Macron irait-il jusqu'au bout? Un doute d'ailleurs qui s'est instillé presque aussi dans l'esprit de François Hollande à l'Élysée. Oui, parce que la presse, dans le fond, annonçait chaque semaine ou toutes les 2 semaines l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron. Mais on savait, c'est effectivement pas une surprise. Il le fait, le calendrier n'est pas neutre, il le fait à quelques jours du premier tour de la primaire. Donc c'est une façon à la fois d'affaiblir Alain Juppé, puisque ceux qui comptaient ne pas voter pour Nicolas Sarkozy allaient se mettre sur les voies d'Alain Juppé. Donc voilà, il affaiblit Alain Juppé. D'un autre côté, il coupe aussi l'herbe sous le pied de François Hollande et de Manuel Valls. Et puis, c'est gonflé, c'est audacieux, mais on dit que la chance sourit aux audacieux. C'est vrai qu'il n'a pas d'antécédents, comme diraient les médecins. Il n'a pas de programme, il l'a dit, puisqu'il a dit il n'y a pas de liste de propositions. Il n'a pas de parti. Est-ce qu'il a du fric? Est-ce qu'il a de l'argent? Pour l'instant, apparemment pas. Il a 100 000 adhérents. On a l'impression qu'il prend la présidentielle comme si c'était l'Himalaya, qu'il allait grimper l'Himalaya, mais en tongs. Cécile Amar, à qui ça fait plus de mal aujourd'hui et on verra ensuite les chances de Macron lui-même, mais cette déclaration de candidature, c'est d'abord un coup sans doute pour François Hollande, parce que ça complique un peu plus encore sa possibilité d'y aller. Non seulement ça complique sa possibilité, mais sans François Hollande, en fait, on ne saurait pas qui c'est Emmanuel Macron. C'est que c'est quelqu'un qui l'a pris dans son équipe de campagne, c'est quelqu'un qui l'a nommé comme conseiller, puis qui l'a nommé ministre, et c'est quand même historique. Il n'y a jamais eu un président de la République qui, s'il veut être candidat, s'est retrouvé face à quelqu'un qui était son conseiller. Enfin, voilà. Donc forcément, ça lui fait du mal. Ça lui fait du mal psychologiquement, ça lui fait du mal politiquement, parce que on voit bien entre la candidature d'Emmanuel Macron d'un côté, la candidature de Jean-Luc Mélenchon de l'autre, l'espace politique entre ces deux gauches ou ces deux formes de centre-gauche et de gauche de l'autre côté est de plus en plus restreint. Après, François Hollande, jusqu'au bout, il ne croyait pas qu'il ferait un mouvement politique. Il ne croyait pas qu'il démissionnerait du gouvernement. Il ne croyait pas qu'il serait candidat à la présidentielle. Encore ces derniers jours? Oui, jusqu'au bout. Mais François Hollande, il a toujours pensé que les gens étaient rationnels et qu'il lui doit quelque chose que... Ouais. Par ailleurs, Roselyne a raison. Enfin, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un dont la première élection vous présentez, c'est l'élection présidentielle. Ouais. C'est pas très classique dans la vie politique française. Alors justement, on va voir la réaction de François Hollande, interrogé hier depuis Marrakech en marge de la COP22 par Roselyne Fèvre sur justement ce qu'on savait déjà hier, à savoir que ce matin, Emmanuel Macron s'apprêtait à se porter candidat à la présidence de la République. Écoutez le chef de l'État. Vous comprendrez bien que je ne ferai pas de commentaires sur ce qu'est une possible annonce. Oui, mais je me dois de vous poser la question, monsieur. Pour la France, c'est la cohésion qui va être l'élément essentiel. Si la France se divise, si la France se fragmente, si la France se désunit au moment où elle fait face à tant de menaces, mais aussi où elle porte
et la gauche fait partie de la France, et au moment où elle a autant d'atouts, et on le voit bien, et autant de place à prendre, et je la prends ici à l'occasion de cette conférence sur le climat, alors la France déclinera. Ce qui compte, ce n'est pas ma personne, c'est le pays et c'est le rassemblement. Un mot de commentaire peut-être, Roselyne. Vous avez senti le président touché. Il refuse d'évoquer le cas personnel d'Emmanuel Macron à ce moment-là. Oui, bien sûr. Alors, pour plusieurs raisons. Effectivement, la première, il le dit, c'est qu'il est à l'étranger. D'ailleurs, la question lui a été reposée cet après-midi lors de la conférence de presse. Il s'est refusé. Il a dit encore moins de choses qu'à nous. Mais là, c'est vrai qu'il était un petit peu coincé puisqu'on l'avait, on le charcutait en quelque sorte sur la politique étrangère depuis un petit moment. Et puis, voilà, la question est arrivée. Il est arrivé moins, on va dire, guilleret, entre guillemets, que d'habitude. On connaît tous ici, Cécile encore mieux que quiconque. Voilà, il s'est toujours masqué, François Hollande, il s'est toujours derrière ce masque de sourire. Eh bien, il ne l'avait pas hier, ce côté un peu rigolard, je montre rien. Il y avait quelque chose de douloureux sur son visage, quelque chose de, franchement, je l'ai remarqué, on l'a tous remarqué, pas de blague, voilà, donc quelque chose de grave. Donc je pense qu'il était touché, effectivement, touché parce que effectivement c'était son conseiller, touché parce que ça réduit son espace politique, touché parce que c'est son bébé Macron, et touché parce que Valls est aussi en embuscade derrière. On le décrit souvent à Claude Veil sans affect, François Hollande. Est-ce qu'on a là la preuve du contraire, ou est-ce que c'est réellement l'impossibilité de sa propre candidature qui se matérialise sous ses yeux aujourd'hui ? Il y a quelque chose de crépusculaire dans cette situation-là. Les ministres s'en vont les uns après les autres. Sa majorité n'a cessé de se rabougrir. Maintenant, au sein même du gouvernement, un certain nombre de ministres intriguent et le poussent à ne pas se représenter. Emmanuel Valls est ouvertement les starting blocks et commence à faire campagne sans être candidat. Alors qu'il y en a d'autres qui sont candidats mais qui ne faisaient pas encore campagne. Enfin, on est dans une situation où son espace politique se restreint de plus en plus. Et pour lui, évidemment, indépendamment de ce qu'il peut y avoir en effet d'affectif, mais soyons honnêtes, ça n'est pas un grand affectif, mais comme par ailleurs, c'est quelqu'un qui masque extrêmement bien ses sentiments, je ne veux pas essayer de sonder les tréfonds de son âme. Il fait de la politique, Hollande. Et rien ne tourne comme il l'avait espéré. Il croyait maîtriser le calendrier avec la primaire que lui avait concoctée aux petits oignons Cambadélis. Il pensait congeler le paysage jusqu'en décembre, au moment où lui faisait son annonce de candidature. Il pensait que d'ici là, personne n'oserait bouger. Non, il n'a rien tenu du tout. Montebourg a annoncé sa candidature, et puis Hamon, et puis Lindemann, et puis je ne sais plus qui, et puis Valls fait savoir qu'il est prêt, et même Le Drian, fidèle entre les fidèles de Hollande, dit, évoque publiquement l'hypothèse d'une non-candidature d'Hollande, ce qui veut quand même dire beaucoup. Et puis maintenant Macron, il y a quelque chose de shakespearien dans cette fin de quinquennat. Ouais, alors il y a eu des réactions justement à gauche, d'Arnaud Montebourg, également de Manuel Valls, où l'on feint pour l'instant de considérer que de toute manière cette candidature Macron, elle n'a pas réellement sa place dans la famille. Écoutez. Il faut de l'expérience, une expérience qui a été éprouvée par le temps. Il faut de la force et non pas de la légèreté. L'exercice du pouvoir, c'est une éthique de responsabilité. C'est savoir tenir bon, c'est avoir le sens de l'intérêt général, le sens du collectif, refuser les aventures individuelles. C'est le candidat des médias. Il reste à démontrer qu'il a des propositions pour transformer le pays. Il en est à sa 75e une de magazine sans avoir fait une seule proposition. Le candidat des médias, Erwan Le Strohan, beaucoup de gens se sont interrogés de savoir, notamment, c'est une bulle sondagière, Emmanuel Macron. Il est hors sol aujourd'hui, ce candidat, ou est-ce qu'il est réellement implanté dans le pays ? Alors, il est implanté, mais peut-être pas au niveau qu'on a cru lire à un moment. C'est-à-dire qu'il a un potentiel électoral qui est indéniable, mais qui n'est pas en mesure de le faire parvenir au second tour d'une élection présidentielle. Pour donner un peu un ordre de grandeur, au mois de septembre, donc dans la foulée de la démission d'Emmanuel Macron, on le mesurait entre 16,5% d'intention de vote si Alain Juppé était le candidat qui représentait les Républicains, et 18,5 à un niveau assez haut. Ce qui est déjà si Nicolas Sarkozy était le candidat des Républicains. D'une certaine manière. Mais aujourd'hui, cet effet-là, c'est déjà émoussé. Il est retombé à 11% si Alain Juppé est candidat, à 14% si Nicolas Sarkozy est le candidat. Donc il y a une capacité à grignoter l'électorat d'un arc politique allant de Jean-Luc Mélenchon à Alain Juppé.
Pour autant, s'ils faisaient énormément régresser les leaders centristes, ceux-ci sont remontés depuis le mois d'octobre et on mesure que finalement, il y a une petite capacité à s'émousser. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'il a un potentiel électoral certain, qui a une certaine viralité qui se dégage de tout ce qu'il fait, qui centre un peu l'attention médiatique. C'est vrai qu'il a une capacité à polariser l'attention médiatique qui est significative. On fait le relevé avec notre partenaire Salesforce chez BVA des mentions quotidiennes des personnalités de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a été cité 17 000 fois le jour du premier meeting d'En Marche à la mi-juillet. Il a été cité 45 000 fois le jour de sa démission, à la fin du mois d'août. Aujourd'hui, on est à 75 000 citations sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc, il y a un vrai emballement autour de tout ce qu'il fait. Maintenant, on voit, et la faute peut-être à un manque de programme ou de ligne un peu idéologique dans l'esprit des Français. Voilà, les choses sont un peu émoussées. On attend maintenant, je pense, chez les électeurs ou chez les gens susceptibles de basculer, une confirmation idéologique. Ce qui est quand même très étonnant, Cécile Amar, c'est de voir la vitesse avec laquelle a pris ce mouvement En Marche. Est-ce que ça traduit vraiment une envie des Français envers Macron ou simplement la conviction d'un certain nombre de personnes qu'il faut peut-être bouger les choses sans forcément aller jusqu'à l'Élysée ? Il y a les deux. Ils bénéficient évidemment de la lassitude qu'on voit tous. Enfin, ça fait 2 ans que les gens, dans les sondages, mais quand on va en reportage, tout le monde vous le dit, ne veulent plus de Hollande et ne veulent pas de Sarkozy. Les gens en ont marre des gens qui sont là depuis... Voilà, c'est un phénomène qui existe. Il a l'attrait évidemment de la nouveauté, il a l'attrait de la jeunesse. Et après, quand même, il remplit des salles partout où il va. Ça ne sera pas donné à tous les candidats. C'est qui le public type d'ailleurs des salles de Macron? C'est les jeunes, il y a beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des gens. Il y a des jeunes actifs urbains. Et en tout cas, il attire des gens. C'est pas. Alors oui, ces adhérents à En Marche, c'est des adhérents gratuits, donc ça ne veut pas dire la même chose que les gens. Mais il y a quand même quelque chose. Partout où il va, il remplit des salles. Peut-être illustration d'une des personnes qui nous regarde par Twitter. Macron a le courage et l'ambition de hacker un système politique à bout de souffle, déficient mais verrouillé de l'intérieur. Rosine, on a le sentiment. Vous avez vu qui signe? C'est Marc Simoncini, c'est pas n'importe qui. Et alors, est-ce le vrai ou le faux? Ça, on sait pas. Mais c'est effectivement le fondateur de Mythique. Si c'est effectivement lui, Marc Simoncini, en tout cas, on sait que c'est l'un des principaux soutiens d'Emmanuel Macron. C'est un des tycoons de la nouvelle économie. Voilà. C'est l'un des chefs d'entreprise qui l'a accompagné. Mais il se définit beaucoup contre Emmanuel Macron. On ne sait pas encore très bien pourquoi il est. Contre le système, par exemple. Alors oui, ça il le dit depuis le début. Il dit que tout le monde, leurs recettes ont échoué, qu'il y a un divorce entre le peuple. Alors je dirais que c'est une créature étrange, en quelque sorte, Macron, parce qu'il y a quelque chose de schumpeterien chez lui, c'est-à-dire en économie, c'est-à-dire que le progrès, l'innovation. Et puis il y a... On va dire, pardonnez-moi le mot, peut-être on me corrige ici sur ce plateau, mais de populisme chic. C'est-à-dire de refus des élites, rejet des élites, parce que vous n'êtes pas d'accord. Moi, il me rappelle un peu un côté Mitterrand, dans le sens de la bourgeoisie de province qui n'aime pas la bourgeoisie parisienne. Il a beaucoup insisté sur son extraction provinciale. Exactement. Et ça, Mitterrand avait la même chose, c'est-à-dire bourgeois de province qui détestait la bourgeoisie parisienne. Et il y a chez Macron quelque chose comme ça. Et quand je dis populisme chic, attention, une fois de plus, c'est ni Trump, c'est ni Marine Le Pen, ni Sarkozy, ni quoi. Il ne parle pas de frites, etc. Il y a une vision, il y a un discours, il y a une hauteur. C'est un truc structuré, c'est de la philosophie politique. Mais ce rejet des élites, je vois qu'Henri me regarde avec... que Claude Veil me regarde avec un œil noir. Mais le rejet, je suis désolée, mais le rejet des élites, je veux dire, c'est dire, redire, attaquer et remâcher dans tous les sens. Je crois qu'il faut faire garde à distinguer deux notions qui sont proches, qui se touchent, mais qui ne se confondent pas. Le rejet des élites et le rejet du système politique. Il y a dire que Macron rejette les élites au sens large à la Trump, ça serait ridicule, c'est le pur produit de l'oligarchie, de l'énarchie et de l'élitocratie française. Il en est la caricature. Quand on vient de chez Rothschild et de l'ENA, on peut difficilement faire tenir un langage populiste. En revanche, il y a chez lui une critique radicale, et c'est là, je pense, qu'est son potentiel électoral qui va bien au-delà de 13 ou 14%, une critique radicale d'un modèle politique, d'un système politique, c'est-à-dire l'alternance gauche-droite, en gros, telle qu'on la vit depuis 1958, dont il considère, comme Marc Simoncini, et comme les 2/3 des Français, qu'il ne fonctionne plus, qu'il est à bout de souffle, que cette alternance ne marche plus. Pourquoi ? Parce que
la tripartition, c'est-à-dire la montée du Front National, et même au-delà, la montée en France et partout dans le monde, on en parlait la semaine dernière, de cette grande vague nationale populiste qui brouille complètement les repères de la gauche et de la droite, c'est-à-dire qui est protectionniste en économie, isolationniste en politique étrangère, nationaliste en matière sociétale, avec quelquefois des relents de xénophobie, voire de racisme, et qui s'adresse aussi bien à la droite extrême, comme Trump, qu'à des milieux populaires menacés par la mondialisation. Cette grande vague fait péter complètement le système. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la gauche, par vent favorable, ça fait 35%, la droite républicaine, guère plus, et que donc, on est dans un système où il faudra bien trouver une façon de gouverner, parce que la gauche n'est plus majoritaire. Elle est tellement cassée en plus à l'intérieur qu'elle ne peut pas le redevenir. Il ne peut pas y avoir de majorité sociologique de gauche quand il n'y a plus aucun accord intellectuel entre, en gros, Mélenchon et la gauche de la gauche. Et la droite elle-même n'est pas majoritaire. Sauf qu'avec le suffrage majoritaire à 2 tours, aux législatives aujourd'hui, on ne peut pas gouverner au centre. Oui, voilà, mais la question que pose Macron, c'est si les gens qui sont ce qu'il appelle des gens de progrès, ne sont pas capables de s'entendre par-delà la frontière gauche-droite, alors vous aurez des Trump partout. Si vous voulez des Trump, continuez comme ça. Mais sinon, il faudra bien que, comme dans la chanson, les gens de bonne volonté se donnent la main. Et le raisonnement sur la présidentielle, pour répondre précisément à votre objection, c'est que longtemps on a dit que le scrutin majoritaire à 2 tours rendait de fait impossible l'alliance gauche-droite parce qu'il y a la hache qui passe au second tour. Sauf que si le candidat républicain se trouve face à Marine Le Pen, la majorité présidentielle, s'il est élu, ou si elle est élue, si c'est une analyse comorisée, la majorité présidentielle qui fera 55, 60, je ne sais pas combien %, elle sera bien UMPS, comme on dit. Au fond, l'idée de mélange de Macron, c'est de donner une dignité à ce concept du MPS dont le Front National a fait un cauchemar. Et lui, au fond, il le revendique. On va y revenir dans un instant. On marque une courte pause et retour tout de suite au débat de France 24. Restez avec nous.